Non, pas de questions particulières, on passe à l'exercice suivant. Donc, il s'agit de coût du capital et comparable. Alors là, je crois qu'il y a une erreur dans le corrigé, par contre. Excusez-moi, ça m'a été signalé et j'ai oublié de corriger les slides. Alors, l'erreur, en fait, donc il n'y a pas d'erreur à ce niveau. L'erreur se situe ici, en fait. Je ne sais pas si vous voyez mon pointeur. En fait, il n'y a pas lieu de multiplier par 1 plus 5% ici le cash flow de 300 millions de dollars, parce que si vous regardez l'énoncé, en fait, on vous dit que ce cash flow de 300 millions de dollars, c'est pour 1990. Or là, on se situe en 1989, c'est-à-dire que ces 300 millions, en fait, intègrent déjà la hausse de 5% par rapport au cash flow courant de 1989. Donc la solution est erronée ici. Il ne faut pas multiplier par 1 plus 5%, c'est directement 300 divisé par le coût du capital, puisque ce sont des free cash flow, et donc le taux de rentabilité exigé, ça va être le coût moyen pondéré du capital, moins le taux de croissance des cash flows qui est égal à 5%. Donc en fait, vous voyez, ça n'est qu'une transposition de la formule de Gordon-Shapiro. Simplement ici, au lieu de valoriser une action, on valorise une entreprise. Donc le flux pertinent, ça n'est plus le dividende, c'est le cash flow. Le taux d'actualisation qui va être exigé sur ces cash flows, ça n'est plus le taux de rentabilité exigé par les actionnaires, mais le coût du capital, puisque l'entreprise va revenir à l'ensemble des apporteurs de fonds, moins le taux de croissance des cash flows et non le taux de croissance des dividendes. Voilà, donc ici, hein, c'est 300 et non pas 300 que multiplie 1 plus 5%. À part ça, est-ce que vous avez des questions? Non, pas de questions. Donc, on peut passer à l'exercice suivant, intitulé Investissement. Alors, pareil, est-ce que vous avez des questions? Oui, mais j'ai une question Oui. sur la valeur de marché de la dette. Oui. En fait, dans le cours, j'ai pas l'impression que c'est la formule qu'on applique. Et vous avez tout à fait raison, effectivement. Parce que là, si vous regardez à l'énoncé, on vous dit que la dette en question, où est-ce que c'est écrit, pardon, alors attendez, je me rappelle plus où est-ce que c'est écrit. Ça manque peut-être dans l'énoncé. Donc en fait, l'énoncé n'est pas clair. Donc pareil, ça faudrait que je le revoie. En fait, ce qui se passe ici, c'est qu'on considère en fait que la dette est ce que l'on appelle une perpetuity. Donc c'est-à-dire que l'entreprise s'endette et en fait, elle remboursera le montant qui a été emprunté dans une durée infinie. Et donc, en fait, du coup, cette dette, si vous voulez, ce qu'elle coûte à l'entreprise chaque année, c'est uniquement les coupons qu'elle doit verser aux obligataires. Donc, en fait, chaque année, l'entreprise doit verser aux obligataires 4 000, qui est le montant de la dette. On va dire que c'est 4 000 millions, donc 4 milliards. Et elle doit leur verser un taux de coupon de 10%. Ce qui fait que chaque année, en fait, l'entreprise verse ceci, ce qui est au numérateur, en fait, le 4 000 que multiplie 10%. Ça, c'est ce que vont toucher chaque année les obligataires de l'entreprise. Et donc, comme c'est une dette perpétuelle, en fait, la formule d'évaluation pour une dette telle que celle-ci, c'est le montant annuel du coupon fixe divisé par le taux d'actualisation des coupons. Et donc, le taux d'actualisation qu'il faut retenir ici, c'est le taux d'actualisation en vigueur sur le marché, parce que les dettes doivent absolument être évaluées, elles aussi, en valeur de marché.
Donc, le taux d'actualisation en vigueur sur le marché pour une dette dont on vous dit que c'est une dette non risquée. Et donc, vous voyez que pour une dette non risquée, en fait, le taux sans risque est égal à 4%. D'accord? Donc, ce que vous avez ici, en fait, c'est l'évaluation d'une dette qui est une dette perpétuelle. Ok, c'est clair. Merci. Voilà. Alors, je ne vais pas vous refaire la démonstration. Je pense que vous avez vu ça dans vos cours de mathématiques financières avant. Je pense qu'on fait ça en licence, hein, très certainement. Ça a peut-être été revu en marché de taux d'intérêt, je ne sais pas. Mais voilà l'explication en fait. Mais je suis d'accord, l'énoncé ne vous permettait en rien de penser que c'est comme ça qu'il fallait valoriser la dette. En fait. Excusez-moi, monsieur. Oui. Juste, excusez-moi de vous déranger, en fait. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris pourquoi il est écrit sur la formule 10 000 sur 10 000 plus 4 000, en fait. Désolé, hein, mais je pense que vous venez d'expliquer, mais en fait, j'ai pas... Non, mais vous avez raison, il y a une autre erreur. Il y a une autre erreur, décidément, c'est truffé d'erreurs. Ça devrait être 10 000 divisé par 10 000 plus 14 000. Hein, puisque c'est la valeur de l'equity. Non, non, il y a une erreur, il y a une deuxième erreur, en fait. Non, vous avez très bien fait de poser la question, vous ne dérangez pas du tout, au contraire, ça permet de clarifier les choses et de pointer une erreur. Monsieur? Donc les résultats sont faux. Donc ça c'est dans l'énoncé. Simplement 2 secondes, simplement je note en fait que mon levier est faux, puisque ça doit être 10 000 que divise 10 000 plus 14 000. Désolé. Oui, il y avait une question, pardon. Oui, je voulais juste vous dire, je crois que le résultat est bon, c'est juste que l'équation est erronée parce que quand j'ai refait le calcul avec le bon chiffre, je crois que je suis... Oui, vous avez raison, effectivement, parce que 10 000 divisé par 14 000, ça ne peut absolument pas faire 41,67%. Donc, je vais corriger ça de suite, ici, voilà. Oui, c'est une faute de frappe de ma part. Donc, Moi, le levier est correct, pardon. Oui. Merci d'avoir indiqué ce point. J'aurais, monsieur, une question juste sur les questions d'après. Je crois que c'était la question 5 de l'exercice. Oui. En fait, je ne comprenais pas vraiment quand on nous disait que le projet A, je crois A et B étaient mutuellement exclusifs ou C et D. Ah oui. J'aimerais bien comprendre. Effectivement, j'ai eu la question là-dessus aussi. Donc, en fait, vous avez les fonds pour financer un peu ce que vous voulez. D'accord? Donc, potentiellement, vous pourriez financer A, B, C et D. Mais ce que l'on vous dit, c'est que si vous faites C et D sont mutuellement exclusifs, ça veut dire que si vous faites C, vous ne pouvez pas faire D. Et si vous faites D, vous ne pouvez pas faire C. Donc, bien entendu, vous allez prendre les projets à alpha positif, donc vous prenez A et B, et ensuite, il faut discriminer entre C et D, sachant que ça peut être uniquement l'un des deux. Et donc, en pareil cas, vous allez du coup prendre celui qui présente le alpha le plus élevé, c'est-à-dire le projet D. Ok, merci. Monsieur, Oui. juste par exemple, si C et D avaient le même alpha, est-ce qu'on aurait fait par rapport à la volatilité des projets ou... Surtout pas. D'accord. Surtout pas, parce que ça n'est pas la volatilité qui est source de rentabilité espérée. D'accord? Donc, vous oubliez la volatilité dans un cadre tel que celui-ci. Et on aurait pu utiliser les autres mesures. Par exemple, Traynor ou Sharp, par exemple, vous voulez dire? Oui. Le problème en pareil cas, c'est que vous allez obtenir une valeur, mais donc vous allez avoir par exemple C qui a, disons D qui a un Sharp ou un Traynor plus élevé que C. Le problème, c'est que vous avez un moyen de comparer les deux, mais rien ne vous dit que les projets sont suffisamment rentables. C'est-à-dire qu'ils vont vous permettre de dégager plus que le taux de rentabilité que vous êtes en droit d'attendre d'eux compte tenu de leur bêta. Donc c'est là que l'alpha est intéressant parce qu'il vous dit quel est l'excès de rentabilité par rapport au risque que vous prenez. Là où
Sharpe et Trainor vont juste vous dire bah, celui-ci est meilleur que celui-là, mais il ne vous dira pas c'est suffisant ou pas. Parce que là, maintenant, vous voyez que vous avez un taux de rentabilité cible implicite qui est celui qui est fourni par le CAPEM. Ok. Il y a d'autres questions? Monsieur, est-ce que vous pouvez juste réexpliquer la réponse de la question 6? Parce que du coup, j'ai pas très bien compris le fond. Oui. Alors, la question 6, qu'est-ce qu'on vous demande? Peut-on calculer le bêta de l'entreprise après la décision d'investissement? Pourquoi? Alors, la réponse est non. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Lorsque vous allez implémenter les projets en question, vous allez modifier très certainement le risque économique de votre entreprise et potentiellement également, le marché va plus ou moins apprécier l'investissement que vous avez réalisé, ce qui va se matérialiser concrètement une augmentation ou une baisse du cours de bourse. Ce qui, de ce fait, va, si vous voulez, perturber la relation que vous aviez avant les projets entre le taux de rentabilité de l'entreprise et le taux de rentabilité du marché. Et donc, en fonction de la façon dont le marché va réagir en fait à cet investissement, votre taux de rentabilité va être perturbé à la hausse ou à la baisse, et donc le bêta des actions va probablement se trouver modifié. Et potentiellement également le bêta des actifs, parce que peut-être que ces projets, si vous voulez, modifient le risque économique de l'entreprise. Et ça, on ne peut pas savoir comment est-ce que ça va réagir. D'accord, merci beaucoup. Monsieur, Oui, excusez-moi, est-ce que vous pouvez juste réexpliquer, enfin je sais que vous avez déjà expliqué, mais j'ai du mal à comprendre la réponse de la question 5, s'il vous plaît. oui. Alors, qu'est-ce qui vous gêne? C'est l'affaire des mutuellement exclusifs ou c'est l'utilisation du alpha de Jensen? C'est le mutuellement exclusif, j'arrive pas très bien à comprendre, enfin, quel est l'impact sur… Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, voilà. Alors, mutuellement exclusif, ça veut dire que si vous faites C, vous ne pouvez pas faire D. Et si vous faites D, vous ne pouvez pas faire C. Donc, vous pouvez choisir tout ce que vous voulez en termes de combinaison de projets, parce que vous avez des fonds pour financer ce que vous voulez. Mais les deux étant mutuellement exclusifs, si c'est C, c'est pas D, si c'est D, c'est pas C. Donc, vous allez prendre tout ce qui est alpha positif. Donc, vous avez le droit de tout prendre, donc A et B, vous les prenez puisque leur alpha est positif. Maintenant, C et D, c'est l'un ou l'autre. D'accord? Donc, en pareil cas, vous allez prendre celui qui a le alpha le plus positif, le plus fort. Ok, merci beaucoup, c'est beaucoup plus clair. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Monsieur, Oui, moi j'ai une question sur le cours du chapitre 5, là sur le dernier. Dans la dernière partie, coût du capital et décision d'investissement. oui. Alors, donc j'avais anticipé. Normalement, j'ai téléchargé les slides. Ma question, c'était concernant, enfin, ce qu'il y avait d'important à retenir, c'était les 3 conclusions à chaque fois. Voilà, donc partie 5 pour la dernière partie, coût du la capital dernière partie de la investissement. partie 5. Alors, au passage, tant que j'y suis, parce qu'on m'a signalé l'erreur par mail, je vais corriger ça en live. Voilà, il y a une erreur ici. Il y a une erreur ici, 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 ici. C'est pas sigma carré M, c'est la variance de V tilde M1 qu'il faudrait mettre ici normalement. D'accord, donc j'en profite au passage pour signaler cette erreur. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir les principales conclusions. Bon, ça, ce n'est pas utile. Ce qu'il faut retenir, c'est que la valeur de l'entreprise s'endette. C'est la valeur de l'entreprise endettée plus la valeur de la dette de l'entreprise endettée, et qu'à l'arrivée, la valeur de l'entreprise s'endette, c'est la même que la valeur de l'entreprise endettée. Ça, c'est le premier résultat à retenir. Deuxième résultat à retenir, c'est celui-ci. C'est la relation qui lie
le bêta des actions d'une entreprise endettée au bêta des actions d'une entreprise non endettée, qui est aussi le bêta de ses actifs, avec donc comme facteur d'ajustement donc ce paramètre 1 sur 1 moins L, où L représente le levier financier, c'est-à-dire la valeur de marché de la dette sur la valeur de marché de l'entreprise. Ça, c'était le deuxième résultat à retenir. Bon, bien entendu, il faut comprendre ceci. Ensuite, il faut retenir comment s'exprime le taux de rentabilité exigé par les actionnaires d'une entreprise endettée. Et enfin, il faut retenir que le coût moyen pondéré du capital, c'est tout simplement l'espérance, enfin le taux de rentabilité exigé par les actionnaires d'une entreprise sous l'hypothèse que celle-ci est intégralement financée par capitaux propres. Voilà, et que donc le coût du capital est insensible à la structure financière de l'entreprise. Voilà ce qu'il faut retenir fondamentalement de cette partie. Monsieur? Oui. J'aurais une question, s'il vous plaît. En fait, à un moment, vous avez dit que, on dit que la valeur d'une entreprise non endettée, c'est égal à la valeur de l'entreprise endettée. En fait, moi, je ne comprends pas beaucoup. Valeur des actions de l'entreprise endettée plus valeur de la dette. Mais du coup, en fait, la valeur de la dette pour une entreprise non endettée, c'est forcément égal à... C'est zéro. C'est zéro. Du coup, comment ça s'égalise avec la valeur d'une action Alors, vous avez tout le raisonnement qui est conduit ici, en fait. Si j'essaie de retrouver le slide qui va bien. Donc, on a commencé par calculer la valeur des capitaux propres de l'entreprise endettée. Oui. D'accord. Et on se rend compte que la valeur des capitaux propres de l'entreprise endettée, c'est tout simplement la valeur de l'entreprise sans dette moins la valeur de la dette de l'entreprise endettée. Oui. Or, la valeur de l'entreprise endettée, c'est aussi la valeur des actions de l'entreprise, la valeur de l'entreprise sans dette, c'est aussi la valeur des actions de l'entreprise sans dette, puisqu'elle n'a pas de dette. D'accord? Donc, c'est en passant par la valeur de marché des capitaux propres de l'entreprise endettée qu'on a réussi à établir la relation qui se trouve ici. Si vous regardez comment ça marche, on retombe bien sur l'égalité qui se trouve ici. Ok, merci beaucoup. Monsieur, j'avais juste une question. On est d'accord qu'il faut juste apprendre les résultats, on ne nous demandera oui, pas. Oui, on n'avait pas à les redémontrer. D'accord, ok. C'est juste pour qu'on comprenne d'où ça vient, j'imagine. Exactement. Merci. C'est la même chose, par exemple, que quand je vous ai déroulé le programme de Markowitz pour trouver l'expression de l'espérance de rentabilité d'une action dans un portefeuille efficient, trouver la frontière efficiente, trouver le portefeuille de tangence, etc., etc. Vous n'avez pas à savoir refaire tout ça. Ce qu'il faut retenir, c'est le résultat final. Monsieur, excusez-moi. Oui. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur Fama et Funch, en fait, sur la mesure de l'alpha? J'ai un peu du mal avec high minus low, etc. En fait, j'ai un peu du mal en fait avec cette équation. Si vous pouvez revenir rapidement sur l'explication. Alors, qu'est-ce que vous voudriez que je vous explique exactement? Donc, en fait, c'est cette partie high minus low que j'ai pas vraiment compris. Alors, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Comment est-ce qu'elle est calculée? Non, c'est plutôt la partie en fait high minus low, en fait vraiment à quoi ça correspond exactement. Okay. J'ai un peu du mal avec ça. Donc ça correspond tout simplement à une prime de risque associée à la caractéristique de votre entreprise du point de vue de ce facteur. Donc en fait, le fait d'avoir un certain niveau, si vous voulez, d'exposition à ce facteur va se traduire pour vous par un supplément de rentabilité exigé. Donc ça, on l'a vu quand on a regardé les anomalies du CAPEM. On a vu que pour les entreprises à fort book to market, on avait une espérance de rentabilité des actions des entreprises en question qui était au-dessus de la Security Market Line calculée uniquement avec le CAPEM, si vous vous rappelez bien. Oui.
Donc la question, c'est pourquoi est-ce que ces entreprises qui ont un fort book to market sont anormalement rentables du point de vue du CAPEM. Et donc, ce que vous disent Fama et French, bah, c'est que en fait, c'est pas un gain gratuit, c'est ce supplément de rentabilité que vous avez sur ces entreprises par rapport au CAPEM. Ça vient tout simplement du fait que les entreprises en question sont exposées à une source particulière de risque qui est constituée par les variations de ce facteur high-low. D'accord, merci, c'est clair. C'est ça que ça veut dire, hein, fondamentalement. Et donc, D'accord. plus vous avez un bêta par rapport à ce facteur qui est élevé, plus vous y êtes exposé, donc plus vous prenez de risques et plus ça va se traduire par de la rentabilité, en moyenne. D'accord, merci beaucoup. Voilà. Monsieur, j'aurais une dernière question, s'il vous plaît. Ça, on ne sait jamais si c'est la dernière. Hein. J'espère en tout cas. En fait, c'est par rapport à la frontière efficiente qu'on a vu en fait dans le chapitre 3, quand on intègre, quand on dit qu'un individu va forcément prendre une proportion X du portefeuille de tangence et 1 moins X de l'actif sans risque. Oui. En fait, dans le corrigé des Excel, à un moment, en fait, pour calculer ce poids X, vous avez mis deux expressions. Je comprends les deux, mais qui ne mènent pas au même résultat. En fait, on dit que vu que la volatilité du portefeuille ne peut être expliquée que par la volatilité du portefeuille de tangence, on se dit que X, du coup, le poids, ça va être l'écart type du portefeuille divisé par l'écart type du portefeuille de tangence. Parfait. Mais ça, en fait, ça a donné dans l'exercice, je crois que c'était dans la partie 3. Ça faisait du 245% de mémoire, quelque chose comme ça. Hein. 140%, alors que quand on prenait l'expression avec, je crois que c'était, je me rappelle plus exactement. Oui, je soustrayais le taux sans risque ou quelque chose comme ça, non? Je ne sais plus ce que je faisais. Du taux sans risque, mais qui, en fait, ça découlait quand même de cette frontière efficiente, mais en fait, ça donnait pas le même résultat. Oui, mais je m'étais trompé. Le bon résultat, c'est celui où je dis que X, ça va être la volatilité du portefeuille divisé par la volatilité du portefeuille de tangence. Ok, merci. Voilà, celle-là, je suis sûr qu'elle est bonne. L'autre, je vous avoue que j'avais fait ça il y a un certain nombre d'années. J'étais peut-être mal réveillé ce jour-là. Je pense que c'était faux ce que j'avais fait. Donc maintenant, je vous ai mis un corrigé. Je crois que je l'ai mis à jour, hein, cette partie-là, qui est correcte. Ok, merci beaucoup. Et Thèse, la dernière question. J'ai vu passer le terme bêta des actifs. C'est bien de bêta U qu'il s'agit? Tout à fait. C'est exactement ça. C'est le risque économique de l'entreprise. Celui qui est lié à son activité. Et donc à ses actifs. Ses usines, par exemple. Que sais-je. Et le bêta des passifs, c'est bêta L. Ah non, 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 du tout, du tout, du tout. Bêta L, c'est le bêta des capitaux propres. Parce que le bêta de l'actif, il est égal au bêta du passif. Hein. Mais donc le bêta du passif, c'est un mix entre le bêta de la dette qui est égal à 0 et le bêta des actions qui est bêta L. D'accord? Julien, c'est clair? Oui, apparemment, oui. Il me dit, ah oui, je vois. OK. Bien. Alors, je vous propose maintenant, du coup, qu'on passe au corrigé du mock exam. Alors d'abord, est-ce que vous l'avez trouvé difficile? Ou pas? Non, mais faut aller vite, je trouve, quand même. Il faut pas traîner. Je suis d'accord. Il ne faut pas traîner. Mais ce sera en anglais, monsieur, l'examen pour tout le monde? Non, 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 non. Il se trouve que là, si vous voulez, j'avais quelque chose de tout près qui était. En fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un mix de différentes parties. J'avais certaines parties. En fait, l'examen que vous avez ici, en fait, c'est pas vraiment un mix. Hein. L'examen que vous avez ici, c'est l'examen qui avait été donné en rattrapage en juin 2018 pour les étudiants qui avaient échoué à la première session.
Et donc, il se trouve qu'il n'y avait que des étudiants du groupe anglais qui avaient passé cet examen, donc c'est pour ça qu'il était en anglais. Et donc, je n'ai pas eu le temps de le traduire. Est-ce que ça vous a posé des problèmes? Je ne pense pas, mais rassurez-vous, le jour de l'examen, donc qui est le 7 décembre à 13h45, vous aurez un sujet en français. Pas d'inquiétude de ce côté. Monsieur, Oui, les calculs, ils sont pas trop longs pour 1h30, c'est-à-dire, vu qu'on n'a pas Excel et tout. il faut pas traîner. Il faut pas traîner. Ok. Il faut être efficace dans les calculs. Monsieur, Oui, on fait une erreur de calcul. je vous entends, c'est très, très faible au niveau du son. Vous m'entendez mieux là? Oui, c'est mieux, oui. Si par exemple on fait une erreur de calcul sur par exemple un stock return, et donc ça met tout en cause d'exercice parce que la volatilité est fausse. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe en pareil cas? On vous pénalise sur le calcul d'une étape I, si vous voulez. Et si vous êtes cohérent dans toutes les étapes qui suivent, en ayant les bons raisonnements, mais en utilisant le mauvais input parce que vous avez une erreur de calcul, vous n'êtes absolument pas pénalisé. Vous êtes pénalisé une fois, c'est tout. D'accord? Oui, d'accord, merci beaucoup. Monsieur, j'avais une question. Un bêta, il est un peu infini parce que, enfin, quand j'ai Ouais, là, calculé, il est très fort, il il est à était 4 très et quelques. élevé et Ouais. du coup, moi, j'avais l'impression d'avoir fait une erreur en fait parce que quand je calculais, je trouvais un bêta assez élevé et au final, même quand je le faisais par Excel, au final, je retrouvais le même. Donc, le bêta, il peut être un peu infini au final. Alors, infini, c'est beaucoup dire, mais vous avez des actions qui ont des bêtas très très forts, hein. Moi, je m'amusais à regarder le marché ces derniers temps. Si vous regardez, par exemple, le bêta des banques en ce moment, hein, alors pas sur long horizon, hein, mais sur ce qui se passe sur les derniers mois, le bêta de la Société Générale, il est entre 2 et 3 actuellement, hein. D'accord. Parce qu'au début, je pensais avoir fait une erreur vu que. Non, Bon, non, vous pouvez avoir des bêtas qui sont très très forts, hein, c'est possible, hein. D'accord. Merci. Alors 4, j'avoue qu'on est un peu dans les extrêmes, mais si vous avez 2 secondes, je vais juste regarder quelque chose. Alors, laissez-moi juste 2 secondes. Voilà, donc au second semestre, j'interviens dans le cours qui s'appelle Alternative Risk Premia et on implémente vraiment le test du CAPM de Fama French. Donc, on utilise des actions américaines pour faire ça. Et donc, pour vous donner un ordre d'idée, sur une période longue, hein, pour le coup, en utilisant des taux de rentabilité mensuels, comme on doit le faire quand on fait un test asset pricing, les bêtas des actions américaines se promènent entre moins 2,45 et 8,23. Donc, ça vous donne un ordre d'idée. Donc, vous voyez que le bêta, ce n'est pas forcément quelque chose qui est compris entre moins 1 et 1, hein. Ça peut être beaucoup plus fort que ça. D'accord. Et j'avais également une autre question. Et combien il faut prendre de chiffres à peu près après la virgule? Parce que des fois, à un ou Ouais, deux chiffres près, des fois, ça peut changer beaucoup le résultat au final. oui, mais on en est conscient, hein. Donc, vous prenez 2-3 chiffres après la virgule, c'est bon. D'accord, merci. Monsieur, Oui. pour le calcul de la VAR, pourquoi ne pas donner la table des fractiles? Normalement, je vous la donne, hein. Ah, d'accord, merci. Voilà, vous l'auriez eu. Là, j'ai oublié de l'attacher, pardon, mais vous l'auriez eu, bien entendu. Sinon, vous ne pouvez pas inventer les chiffres. Ne D'accord. vous inquiétez pas. S'il y a un calcul de VAR, vous aurez la table. Alors, on peut attaquer le corrigé, peut-être?
on va dérouler. Donc, ce que je vous propose, aujourd'hui, on ne fait pas de pause. On va faire une séance d'un seul tenant. Alors, je me remets, moi, le sujet ici. Alors, la première question, c'était de calculer les taux de rentabilité à la fois pour l'action et pour l'indice en continu. D'accord? Alors, simplement là, il fallait faire un tout petit peu attention parce que vous voyez que quand on passe du mois de février au mois de mars, du mois de janvier, pardon, au mois de février, le nombre d'actions de l'entreprise est multiplié par 2. Donc, ça veut dire que j'ai un stock split. Je me retrouve avec deux actions nouvelles, en échange d'une action ancienne. Et donc, il fallait calculer un coefficient d'ajustement. Donc, ce coefficient d'ajustement, donc, il est égal au cours théorique de l'action nouvelle sur le cours avant opération. Donc, on s'attend à ce que le cours soit divisé par 2, si vous voulez, et donc on trouve un coefficient d'ajustement de 0,5. Donc là, j'ai opté pour une modalité de correction vers l'aval, c'est-à-dire que je divise tous les cours et tous les dividendes à compter de l'opération et postérieur à l'opération par la valeur du coefficient d'ajustement. Et donc, du coup, j'ai le prix de mon action ici qui, au lieu d'être égal à 16, après ajustement, passe à 32, 36 au lieu de 18, 40 au lieu de 20, 38 au lieu de 19. Et donc, même chose, il faut que j'ajuste le dividende. Donc, je vais le diviser par 0,5, donc je le multiplie par 2. Donc, au niveau des taux continus, après, pas de difficulté particulière. Donc, je prends le log de 1 plus le taux discret, en fait, en n'oubliant pas d'intégrer le dividende, ici. Ça, c'est la colonne H. Donc, tout en ajusté, bien entendu, cours ajusté, dividende ajusté. Donc, on trouve les taux de rentabilité pour l'action qui sont ceux-ci. Et pour l'indice, on trouve les taux de rentabilité qui sont dans la colonne. Donc, ensuite, il fallait calculer. Monsieur, oui. juste pour le dividende, on le prend que à la période où. Oui, qu'une fois. Qu'une fois. Qu'une fois. Ok. Merci. Il y a des techniques où on capitalise, si vous voulez, le dividende au taux de rentabilité de l'action. Ici, on ne le fait pas. Alors, donc, ensuite, il fallait calculer le taux de rentabilité moyen mensuel à la fois de l'action et de l'indice. Taux de rentabilité moyen, mensuel pour l'action et pour l'indice. Donc, je l'ai fait comme vous devriez le faire le jour de l'examen, c'est-à-dire que je n'ai pas utilisé les fonctionnalités Excel type moyenne, écart-type, etc., covariance, etc. J'ai tout fait à la main. Donc, on commence par, donc ce sont des taux continus, donc je vais utiliser la moyenne arithmétique. Donc, j'ai commencé par sommer les différents taux de rentabilité dont on dispose. Et donc, pour obtenir la moyenne, j'ai tout simplement divisé par le nombre de taux de rentabilité. Donc, count J7, J11, ça vous donne le nombre de dans la plage de cellules qui va de J7 à J11 pour l'indice et puis de I7 à I11 pour l'action. Donc pour l'action, je trouve 3,20%. Pour l'indice, je trouve 1,72%. Donc maintenant, pour passer en continu annuel, il suffit, partant d'un taux de continu mensuel, de multiplier par 12. Et donc si je veux passer en discret, je prends tout simplement l'exponentielle du taux annuel continu et je soustrais 1. Donc je trouve 46,82% pour l'action, 22,98% pour l'indice. Monsieur, excusez-moi. Oui. Du coup, si on a marqué dividende en avril, il faut l'inclure dans le cours d'avril et pas de mai, c'est ça? Parce que du coup, moi, je partais du principe qu'il fallait l'inclure dans la période d'après. Non, vous prenez le taux de rentabilité, vous prenez le dividende pendant la période où il est détaché parce qu'il va induire une baisse de cours. D'accord, merci. Voilà, donc il faut redresser le cours, si vous voulez, du décrochage lié à la mise en paiement du dividende. D'accord, du coup, pendant le mois d'avril, pour ici. Oui, exactement. Ouais. Merci beaucoup. Monsieur? Oui. Si le dividende il serait apparu au milieu du mois d'avril, on l'aurait compté du coup pour le mois de mai, c'est ça? Non. Attendez, donc s'il apparaît dans le courant du mois d'avril,
On considère que effectivement, c'est une bonne question. On considère que ce sont des cours fin de mois là, hein, que l'on a. Des cours qui sont relevés à la fin du mois. Par conséquent, ils intègrent le détachement du dividende. C'est vrai que j'aurais pu le préciser. Donc la question, c'est une bonne question. Hein, c'est est-ce que les cours sont relevés en début de mois ou en fin de mois? Donc en général, on relève les cours en fin de mois. Et donc, ils intègrent le dividende qui a été payé dans le courant du mois. Si ça avait été des cours début de mois, alors effectivement, il aurait fallu intégrer le dividende dans le cours qui suit. Monsieur, Oui, là, c'est 2 actions nouvelles pour une ancienne. oui, c'est bien ça, oui. Oui, vous voyez que le nombre d'actions est multiplié par 2. OK? Alors, on va continuer sur le corrigé. Donc ensuite, il fallait calculer la volatilité mensuelle, autrement dit, des taux de rentabilité mensuels. Donc pareil, je l'ai fait comme vous le feriez le jour de l'examen avec votre calculatrice. Donc en fait, j'ai fait le calcul ici. Donc une fois qu'on dispose du taux de rentabilité moyen, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va soustraire chaque mois la valeur du taux de rentabilité moyen et puis on va prendre le carré. Donc on prend le carré des écarts à la moyenne, le carré de l'écart à la moyenne. Puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On prend la somme du carré des écarts à la moyenne. Donc c'est ce que j'ai fait ici, j'ai sommé. Et donc pour avoir la variance dans un premier temps mensuel, qu'est-ce que je fais? Je prends la somme du carré des écarts à la moyenne et je divise par le nombre d'observations moins 1. Donc vous voyez bien le moins 1 ici, donc le count P7, P11, il va compter le nombre de taux de rentabilité dont je dispose, le nombre de carrés des écarts dont je dispose pour l'indice. Je soustrais bien 1, parce que là, j'ai des données historiques, donc je dispose d'un échantillon et non pas de la totalité de la distribution. Donc, il faut corriger, et l'estimateur sans biais, en pareil cas, vous amène à retrancher 1 au nombre d'observations. Monsieur, oui. Là, tout ce qu'on fait, c'est avec les taux continus. On fait le calcul. Tout à fait. Ouais. J'avais une question. Si on tombe sur la même variance si on fait en taux continu ou en taux discret? Non. Non? Ça va bouger. Non, ça va bouger. Okay. De beaucoup ou c'est ça va bouger parce qu'en fait, pour les taux de rentabilité positifs, les taux continus sont plus faibles. Mais vous voyez, c'est un facteur d'ajustement logarithmique. Donc, vous écrasez plus ou moins. Donc, comme l'écrasement n'est pas linéaire, si vous voulez, puisque ça va être log de 1 plus le taux discret, comme l'écrasement n'est pas linéaire, vous allez faire bouger la variance. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Voilà. Okay. Donc, vous allez écraser plus ou moins vers le bas les taux de rentabilité positifs, discrets, quand vous passez en continu, et vous allez écraser à la hausse les taux de rentabilité discret négatif quand vous passez en log. Donc, du coup, vous bougez la variance. Okay. Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Alors, il y a Antoine, apparemment, qui avait commencé. Donc, je vais peut-être passer la parole à Antoine. Je crois qu'il était avant vous, mademoiselle. Pardon. J'ai juste une question sur les T-1 observations. À chaque fois, je sais pas si je le divise par T-1 ou T. Toujours. Alors, vous divisez par T pour la moyenne et vous divisez par T-1 pour la variance et la covariance. Donc, pour un nombre d'observations données, je divise par T. Okay. Voilà. Pour la moyenne, vous divisez par le nombre d'observations. Vous faites la somme divisée par le nombre d'observations. Par contre, pour la variance et la covariance, vous prenez pour la variance la somme du carré des écarts et vous divisez par T-1. Pour la covariance, vous prenez la somme du produit des déviations et vous divisez par T-1. Pour variance et covariance, ok. Oui, les deux. Ok, merci. Monsieur, s'il vous plaît, j'avais une question. Oui. Pourquoi ici on ne peut pas utiliser la formule de la variance selon laquelle Vx égale EX carré moins E de X le taux carré? Genre on fait la moyenne et on fait les carrés, on fait la moyenne des carrés et tout. Parce que cette formule, elle vaut
essentiellement pour une distribution complète et pas pour un échantillon. Parce que le problème, vous voyez, c'est que vous allez diviser par t. Oui. Voilà, et donc vous allez avoir une erreur. Vous allez avoir une divergence par rapport à moi. Oui, j'avais une divergence, mais j'ai pas compris pourquoi. Ouais, parce que vous, implicitement, vous avez divisé par t quand vous avez calculé l'espérance. Et donc, ça ne marche pas. C'est une formule qui marche, donc c'est la formule de Koenig-Huygens, en fait. Hein, E de x carré moins E carré de x, ça marche si vous avez la population, si vous avez des probabilités. Ça ne marche pas quand vous avez un échantillon. Et pour la covariance, la même chose, Même tarif. Exactement. D'accord. Et monsieur, s'il vous plaît, quelqu'un a posé la question par rapport à si on fait une erreur quelque part et vous avez dit que vous allez suivre notre démarche. Exactement. Donc, et voir les inputs qu'on a. Donc, est-ce qu'on doit faire entrer toute la formule, genre sur la feuille RI moins mu I au carré et tout, pour voir les inputs? Parce que ça prend énormément de temps. Oui, non, vous inquiétez pas. On refait les calculs, on sait comment recalculer. Il n'y a pas de souci. D'accord. D'accord, merci Alors, beaucoup. on peut prendre la formule en multipliant par 5 quarts, oui, très certainement, mais alors là, c'est un coup à se planter. Hein. Moi, je ne vous invite pas à faire ça, franchement. D'abord, ça ne fait pas gagner du temps, donc c'est Kfir qui pose la question. J'ai dit, on doit pouvoir s'en sortir comme ça, mais je pense que vous perdez du temps et il y a un risque d'erreur à l'arrivée. Donc, faites simple. Du coup, pour le calcul de la variance et de la convariance, on prend tout le temps les taux continus, nous. Là, vous aviez des taux continus. Donc, vous travaillez en taux continu, vous ne vous posez pas de questions. Si ça avait été des taux discrets, vous auriez fait quand même la même chose. Avec les taux continus ? Ouais. Même si c'est moins rigoureux, si vous voulez. Donc, normalement, ce que vous auriez fait, c'est que pour le calcul de la moyenne, vous auriez fait une moyenne géométrique. D'accord ? Mais vous voyez qu'ensuite, si vous avez des taux discrets, normalement, ces histoires d'annualisation de la variance, ça ne marche plus. Parce que quand vous annualisez la variance en disant c'est 12 fois la variance mensuelle, implicitement, vous faites l'hypothèse que le taux annuel, c'est la somme des taux mensuels. D'accord ? Mais on approxime, en fait, concrètement. Donc, la raison essentielle, en fait, pour laquelle je vous ai montré ces taux continus, c'est que quand vous allez avancer dans vos connaissances de la finance et que vous allez aborder des problèmes, notamment de pricing d'options, on travaille avec des taux continus. Parce qu'on ne peut plus s'en sortir avec les taux discrets. La composition est tellement compliquée, si vous voulez, qu'on ne peut plus rien faire. Tandis qu'avec les taux continus, on sauve. On prend des intégrales, en fait. Donc, nous, on raisonne qu'en taux continu. Là, vous faites tout en taux continu. Ok, merci beaucoup. Et même si on a des taux discrets, on fait les mêmes calculs que si on était en taux continu. Donc, moyenne arithmétique. Donc, la seule chose où la question peut se poser, c'est pour la moyenne. Normalement, vous devriez faire une moyenne géométrique. Mais si vous me dites, dans l'énoncé, j'ai des taux discrets, je devrais faire une moyenne géométrique, mais pour simplifier, je vais faire une moyenne arithmétique, ça ne me pose pas de souci. Ok, donc c'est le même calcul. Ok, merci. Faire une moyenne arithmétique des taux discrets ? Normalement, ce n'est pas correct. Mais si vous me dites, pour simplifier, je vais faire une moyenne arithmétique, je sais que ce n'est pas correct, mais ça va simplifier les choses, vous le faites. Vous l'écrivez. On montre qu'on comprend le raisonnement. Exactement. Exactement. Ah ben, ce qui est important dans une copie, c'est que je comprenne que vous ayez compris. Ok. Voilà. Si j'ai compris que vous avez compris, ça marche. Alors, Narges, et si on avait les deux quoi? Peut-être que vous pourriez préciser votre question. Taux discret, taux continu. On ne serait pas sympa hein, de vous demander les deux. C'est beaucoup de calculs. Donc, il n'y en aura qu'un à chaque fois, fatalement. On peut continuer. Donc, on avait notre variance. Oui. Pardon, j'ai juste une dernière question. Pour 1 sur T-1, du coup, on est d'accord que là, ça va faire 1 quart parce qu'on a bien 6 primes, on n'a que 5 taux de rentabilité qu'on a calculés. Exactement. Ok. Donc, en fait, par rapport aux observations données, c'est, faut en enlever 2, quoi. Mais ok. Ah oui, par rapport au prix, oui, vous en enlevez 2. Ok, ouais, c'est ça, parce qu'on peut calculer que 5 taux de rentabilité. D'accord, merci monsieur. Donc, volatilité mensuelle, je prends juste la racine carrée de la variance mensuelle. OK ?
Maintenant, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait calculer la VAR. Donc, c'était une VAR à 1 an. Donc, si je veux calculer la VAR à 1 an, il faut que j'ai l'écart type à 1 an et la moyenne à 1 an. D'accord? Alors, la moyenne à 1 an, en fait, on l'avait calculée. Elle est ici. Elle vaut 46,82%. Maintenant, la volatilité à 1 an. Comment est-ce que je vais faire ça? Je vais prendre ma volatilité mensuelle et je vais la multiplier tout simplement par racine de 12. Voilà. J'avais une question. Pardon, oui. Excusez-moi de vous couper. Du coup, pour la VAR, on prend les taux annuels discrets. Ben oui, parce que les taux continus, si vous voulez, c'est pratique pour faire des calculs intermédiaires, mais à la fin, ce que vous allez vraiment gagner ou perdre, c'est le taux discret. Ok, donc dans la VAR, on prend. Okay. Parce que justement, c'est la question que je me posais. Taux discret, forcément. Et monsieur, moi j'ai une question aussi, mais du coup, sur la question juste avant, quand on calcule la variance, tout ça, on a utilisé les taux discrets, les taux continus. Mais est-ce que ça peut se faire en taux discret aussi? Oui. Ok. Normalement, c'est moins rigoureux, parce que c'est ce que je vous expliquais. La variance annuelle, on dit que c'est 12 fois la variance mensuelle. Ouais, c'est ça. Mais 12 fois la variance mensuelle, il y a 2 hypothèses. Premièrement, les taux de rentabilité sont indépendants. Comme ça, la variance de la somme, c'est la somme des variances. Et deuxième hypothèse, c'est que le taux annuel, c'est la somme des taux mensuels. Et ça, c'est vrai normalement qu'en taux continu. Ok. Donc, on fait une approximation. Là, mais en fait, dans tout le devoir, à part pour la VAR, où on utilise vraiment le taux discret, sinon, dans nos calculs, on peut confondre, enfin, on peut utiliser soit l'un, soit l'autre. Enfin, on fait que des approximations. Oui. Ok, merci. Monsieur, j'ai une question sur la VAR. Attendez, je ne suis pas encore arrivé. Sur la VAR j'attaque juste la VAR parce que là, je suis juste au calcul de la volatilité annuelle pour l'instant. Ah, j'ai cru que vous avez fait, désolé. Non, je n'ai pas terminé. Donc la VAR, je l'ai calculée d'abord avec Excel de 2 façons différentes. Alors bien entendu, le jour de l'examen, ça ne vous sera pas très utile, mais au moins, ça vous permettra de vérifier que le calcul est correct. Donc j'ai mis moins 100 000 parce que vous savez qu'on reporte l'opposé. On reporte la VAR sous forme d'un chiffre positif. Moins 100 000 que multiplie donc le quantile 10% pour une loi normale d'espérance 46,82% et d'écart type 39,60%. Alors là, j'ai fait la même chose, mais on est plus proche de la formule qu'on va utiliser in fine quand on a la table. Donc, j'ai fait moins 100 000 que multiplie I16, donc ça, c'est le mu, d'accord, plus norme S1, 10%, en fait, c'est votre quantile 10% pour une loi normale standard, que multiplie le sigma, d'accord. Alors, donc Excel, lui, vous donne le résultat directement. Vous allez avoir besoin de récupérer, en fait, le quantile 10% d'une loi normale centrée réduite. D'accord? Alors, comment est-ce qu'on fait ça? On va regarder sa table de la loi normale. Alors, je vais essayer de partager ça. C'est là. Voilà, donc je voudrais le quantile 10%, mais le quantile 10%, je ne l'ai pas parce que je ne suis tabulé qu'à partir de 0, en fait, et donc qu'à partir du quantile 50% dans cette table. Mais on va utiliser la propriété de la loi normale standard, donc centrée réduite, et donc on sait que le quantile 10%, ça va être l'opposé du quantile 90%. Le quantile 90%, il est ici, en fait. Et donc, quand on regarde la table, ça va me faire 1,28. Donc, ça veut dire que mon quantile 10%, c'est moins 1,28. Et donc, partant de là, je peux calculer ma VAR. Donc, c'est moins 10 000 que multiplie mu, c'est-à-dire 46,82%, plus le quantile 10% moins 1,28 que multiplie sigma, c'est-à-dire 39,60%. Et donc, on trouve une VAR de 3 874 €. Monsieur, excusez-moi. Oui. Est-ce que c'est faux de prendre 1,285? Non, c'est pas faux. Non, c'est pas faux. Donc là, pareil, si vous voulez, c'est. J'ai compris que vous aviez compris. Hein.
Alors, moi, je préfère prendre 1,28 qu'une moyenne parce que vous voyez qu'à 1,28, on est quand même très, très proche de 0,9. On est à 0,8997. Donc, je pense que c'est plus proche à 28 que 1,285. Je vais vous interpoler avec ça qui est quand même assez éloigné de 0,90. Mais pas de souci. Si vous me faites ça, moi, je vous mets la totalité des points. Hein. Mais c'est juste que des fois, en fait, il y a des différences qui sont de plus en plus importantes. Ouais, et par exemple, dans le cours, vous aviez pris la moitié, enfin, vous avez pris la moyenne entre les deux. J'avais pris la moyenne entre les deux. Alors, prenons un exemple un peu plus parlant. Par exemple, tiens, je cherche le quantile 79%. D'accord? Vous voyez que 79%, j'ai soit 0,78,9, soit 0,79,1. Et donc là, prendre le milieu de l'intervalle, c'est-à-dire 0,805, ça a du sens, je trouve. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, ok, merci. Voilà. Monsieur? Oui. Pour la VAR, on peut aussi utiliser la moyenne de taux continu, la volatilité en taux continu. On trouve un résultat et ensuite on le convertit en taux discret. Exactement, tout à fait. Ça revient à la même chose? Oui. Ok, merci. Oui, tout à fait. Mais à la fin, au bout du bout, il faut vraiment un taux discret. Ok, merci. Alors attendez, j'ai des questions dans le chat. On ne voit plus Excel, c'est normal, je montrais la VAR normalement. La table, vous avez bien vu la table là? Moi, je la vois. Oui. Ouais, ok. Alors, pour la VAR, j'ai bien compris qu'il faut utiliser le taux discret annuel pour l'espérance de rentabilité, mais pour la volatilité, est-ce qu'on a besoin de l'avoir en taux discret aussi? En fait, ça n'a pas de sens, une volatilité en taux discret. Donc, vous faites votre calcul de volatilité soit sur des taux continus, soit sur des taux discrets, vous avez une volatilité, point. D'accord? Donc, vous prenez la volatilité que vous avez. Pour l'évaluatrice, on a fait quelque chose d'un peu différent en cours, j'ai l'impression. Dans le cours, on a utilisé l'exponentielle à la fin. Oui, parce qu'on avait des taux continus, tout simplement. C'est pour ça. Moi aussi, j'ai un résultat différent en faisant ce qu'il y a dans le cours. Parce que vous avez raisonné avec la moyenne continue ou discrète? En fait, j'ai. Faut être cohérent jusqu'au bout, hein, du coup. Moi, j'ai pris les taux continus pour calculer le RA avec le quantile et tout ça. Ouais. Donc, vous avez pris 38,40%, c'est ça? Pour le mu? Pour le mu, ouais, j'ai ça. J'ai pareil que vous, en fait, pour le continu et volatilité et tout ça, en annuel. Et donc, ensuite, j'ai pris l'espérance. Et j'ai pris l'espérance de ce taux, moins 1, donc pour avoir le taux discret. Et j'ai moins 0,12, moi. Moins 0,12 au lieu de... Ouais, j'ai pareil aussi. Et vous avez 3000 finalement en VAR, alors que moi j'ai 12 000 et quelques. Ah non, 12 000 c'est faux. Hein. Ça, 12 000, je suis sûr que c'est faux. Je ne sais pas comment vous arrivez à trouver 12 000. Hein. J'ai pareil aussi, monsieur. Comment est-ce que vous faites pour trouver 12 000? Bah, on fait moins 0,12 fois... En fait, mais le moins 0,12, il vous vient d'où? En faisant E de moins 0,13 moins 1. Parce que le moins 0,13, c'est en faisant moins 1,29 fois... Attendez, j'essaie de suivre votre raisonnement. Vous me dites que vous trouvez d'abord un taux continu, c'est ça? C'est ça. Qui est égal à, donc je vais dire à ça, on est d'accord? Moins 1, c'est ça? Fois moins 1,29, ouais, c'est ça. Voilà, fois la annual volatility, qui est ça? Qui est 0,39, du coup, c'est ça? Ouais, oui, c'est ça, c'est ça. Bon, alors attendez, parce que Excel me fait des trucs horribles. Voilà. Donc, vous trouvez ça. Donc, du coup, ensuite, vous prenez l'exponentielle de ça. Bah, j'ajoute la volatilité aussi. Moins 1. Enfin, non, j'ajoute ouais, j'ajoute ça, ouais. Et donc, vous trouvez un taux de moins 0,11. Et donc, vous trouvez une VAR de moins 110 000, quoi. De moins 11 000. Moi, je trouve moins 12 226. Ouais, alors attendez, qu'est-ce qui se passe ici pour que ça fasse ça? On ne voit pas, monsieur, votre Excel. Ah, pardon, excusez-moi, je vais repartager l'Excel.
Voilà, vous avez trouvé ça. Voilà, c'est ça. Je sais plus, monsieur, si vous vous souvenez, une fois, je vous avez demandé, c'était sur la VAR aussi, que j'avais annualisé après, je crois, enfin comme eux. Et j'ai Ouais. fait un résultat différent, et vous m'avez dit que je devais trouver le même résultat et que j'ai jamais retrouvé le même résultat. Et ça différait de beaucoup? Ah oui, 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 genre c'était totalement faux. C'était totalement faux. Alors, qu'est-ce que j'ai Comme fait? eux, là, ça serait totalement faux, quoi. Ouais. Attendez, je réfléchis. Du coup, je me suis convaincu de faire comme vous. Du coup, là, ce coup-là, j'ai fait comme vous. J'ai eu le bon résultat, mais Parce que si je passe à l'exponentielle, ça va bien me faire ça, normalement. Bon, écoutez, faites comme j'ai fait ici. Je vais regarder ce qui se passe. Là, ça ne me saute pas aux yeux. Hein. Et monsieur, j'avais aussi une question juste sur une interprétation de la VAR. Si on avait eu un taux positif, c'est-à-dire si. Non, c'est pas possible. Ça, c'est impossible? Ouais, c'est impossible. Ok. C'est pas possible que le membre de gauche soit. Si. Ouais, si, mais alors franchement, c'est un cas complètement pathologique. D'accord, ok, ça marche. Monsieur? Oui. Vous avez sans doute déjà répondu à cette question. Peut-être pas. Si au lieu de, pour calculer en fait le pourcentage ici, j'utilisais pas le taux discret qu'on a déterminé, mais j'utilisais le taux continu. Il faudrait que je convertisse mon résultat que j'ai trouvé en taux discret à la fin, en fait. C'est ça, exactement. Je peux faire des deux sens, en fait. Soit je pars directement de mon taux discret, soit je fais avec mon taux continu, mais ensuite je dois convertir. Exactement. Okay, mais c'est là qu'on se rend compte qu'il y a une différence. Donc, il faut que je creuse le sujet. D'accord, ok. Mais faites comme j'ai fait ici. Discret depuis le départ. Ok, d'accord. Voilà. Okay, merci. Bon, je vais regarder ce qui se passe. Alors, next. Donc, il fallait qu'on calcule. Oui. Excuse-moi. Juste, on est d'accord que pour calculer la VAR, la seule chose qu'on doit changer et convertir en taux discret, c'est que la rentabilité, parce que la volatilité sera toujours la même. Oui, tout à fait. Ok, merci. Pardon. Alors, donc ensuite, il faut calculer la covariance et la corrélation entre X, Y, Z et l'indice. Donc là, pareil, je vous l'ai fait à la main, en quelque sorte. Donc, j'ai commencé par soustraire mu, à la fois pour l'action et pour le marché. Ensuite, j'ai pris le produit des deux. D'accord? Et donc, j'ai pris la somme ensuite du produit des écarts à la moyenne. Et pour calculer la covariance, donc, j'ai divisé la somme par le nombre d'observations moins 1. D'accord? Pour la corrélation, j'ai simplement divisé la covariance par le produit des écarts types de l'indice et de l'action. Alors, j'ai vérifié avec Excel, on trouve bien le bon résultat. Donc, ça, c'est une question qui m'avait été posée aussi. Si vous faites avec Excel, il faut covariance.s, du moins en anglais. S, c'est pour sample, c'est pour échantillon. Donc, c'est la formule de la fonction de la covariance en Excel qui tient bien compte du fait que c'est un échantillon et pas la population et qui divise par n-1. Alors, est-ce que ça vaut le coup de former un portefeuille en combinant YZ et l'indice? La réponse est oui, parce que vous voyez que ρ, qui est égal à 0,78, est strictement inférieur à 1. Et donc, vous savez que dès que ρ est inférieur à 1, on a un effet de diversification, alors que quand ρ est égal à 1, on a une espérance qui croît linéairement avec la volatilité, si vous vous rappelez les graphiques qu'on avait vus. Donc là, on a intérêt à diversifier. J'ai une question sur ça. Oui. Est-ce que par définition, la corrélation, c'est pas toujours plus petit que 1 ou égal? La corrélation, c'est toujours compris entre moins 1 et 1. Dans ce cas-là, en fait, c'est toujours plus petit que 1? Non, ça peut être égal à 1. Ah, ok, mais c'est rare que ce soit parfaitement corrélé, non? Bah, je vous prends un futur et un indice, vous allez voir, c'est très proche d'eux. Oui, mais entre deux indices, je veux dire. Mais entre deux actions, non, vous ne trouverez jamais. Parce que là, c'était justement, je me suis dit, entre deux actions. Oui. J'ai mis ça comme résultat, mais je me dis, mais c'est bizarre, c'est presque évident entre deux actions que la corrélation soit pas parfaitement. Tout à fait, mais par contre, si vous prenez un indice ou un ETF et son panier, c'est 0,99999, quoi. Ok, j'ai compris. Merci. Alors, vous constituez un portefeuille, vous mettez short de 100 000 sur l'action et long de 300 000 sur l'indice. Et donc, on vous demande
de calculer le taux de rentabilité espéré du portefeuille et la volatilité du portefeuille en faisant comme si on avait le droit, alors que normalement on ne peut pas, puisqu'on a des taux continus, on est d'accord. Hein. Mais bon. Donc, il faut commencer par déterminer les poids du portefeuille. Donc, je m'endette, je me mets court de 100 000 sur l'action et long de 300 000 sur l'indice. Donc, mon poids sur l'action, c'est moins 100 000 sur moins 100 000 plus 300 000, c'est-à-dire moins 1,5. Et mon poids sur l'indice, c'est 300 000 divisé par moins 100 000 plus 300 000, c'est-à-dire 1,5. Donc, comment est-ce que je fais pour calculer le taux de rentabilité espéré du portefeuille? Bon, alors là, je l'ai fait matriciellement pour vous montrer comment ça marche. Mais sinon, vous pouviez tout à fait faire moins 0,5 fois la rentabilité attendue de l'action, plus 1,5 fois la rentabilité attendue de l'indice. Ça marchait aussi, donc vous deviez trouver 0,99%. Pour la variance du portefeuille, donc là, je vous ai mis la matrice de variance-covariance. Donc, j'ai utilisé des codes couleurs pour vous montrer d'où venaient les chiffres. Mais vous auriez pu... donc là, j'ai utilisé l'expression matricielle. Vous auriez pu également le calculer à la main parce que ça aurait fait moins 1,5 au carré que multiplie la variance de x, y, z, plus 1,5 au carré que multiplie la variance de l'indice, plus 2 fois moins 0,5 fois 1,5 que multiplie la covariance entre les deux. Vous prenez la racine carrée parce que vous voulez la volatilité. Donc, c'est pas variance, c'est volatilité, pardon. Et vous obtenez le résultat qui se trouve ici. Le bêta de l'action x, y, z, bon, on a calculé la covariance entre x, y, z et l'indice. On a trouvé qu'elle était égale à ce chiffre. Il suffit de diviser par la variance de l'indice qu'on avait calculé précédemment, donc on trouve un bêta de 4,95. Donc certes, il est fort, mais ce n'est pas aberrant. Risque 6. Pardon. C'est-à-dire que l'indice, c'est le marché. Oui, tout à fait, oui. Okay. Ouais. Risque systématique, ben, ça va être bêta fois la volatilité du marché. Donc on a le bêta, on a la volatilité du marché, donc ça tombe tout seul. Risque idiosyncratique, je prends la racine carrée de... Alors sous la racine carrée, je vais avoir le risque total, c'est-à-dire la variance de l'action, moins un bêta carré que multiplie la variance du marché. Donc je prends la racine de cette différence et je trouve 7,14%. Monsieur? Oui. Vas-y. Plus de questions. Ok. Si, pardon. Ah, pardon. Du coup, moi, je pense que c'est des histoires d'arrondi, mais en la volatilité du portefeuille, je trouve 4,55%. Du coup, mon bêta est aussi pas pareil. Et du coup, mon risque systématique, du coup, il est il est inférieur, au risque idiosyncratique. Du coup, est-ce que c'est juste des histoires d'arrondi ou... Ah ben, j'aurais du mal à vous dire, hein. Je n'ai pas vos calculs sous les yeux, mais c'est possible. Ok, merci beaucoup. Monsieur? Oui. Dans la question 7, on ne doit pas commenter aussi la covariance avec la corrélation, avec le coefficient de corrélation, ou le coefficient de corrélation, il suffit de... Alors, le coefficient de corrélation, c'est interprétable, parce que c'est constant de moins 1 et 1. Et on sait que dès que c'est différent de plus 1, on doit diversifier. Covariance, ça vous donne uniquement la direction, mais ça ne vous donne pas l'intensité du lien. Donc, si elle est positive, ça a tendance à varier dans le même sens. Si elle est négative, ça a tendance à varier dans les sens opposés, mais vous ne connaissez pas l'intensité. Ok, merci. Voilà. Oui, pardon. Pour calculer l'espérance, du coup, vous avez pris des taux discrets ici? Non, j'ai pris des taux continus. On vous disait, vous pouvez prendre les taux continus, même si normalement, c'est pas faut faire. D'accord, mais si on avait pris les taux discrets, parce que normalement, on sait que la combinaison, ça marche que pour les taux discrets, ça aurait été... Enfin, du coup, on ne trouve pas exactement pareil, mais... Tout à fait. Okay. Et c'est ce que, dans l'énoncé, il était dit que vous pouviez utiliser les taux continus. D'accord, ok, merci. Alors, je passe à la partie 2. Il va falloir qu'on accélère, hein, parce qu'il ne nous reste plus que 25 minutes. Alors, il fallait calculer la valeur de marché de l'equity et de la dette. Alors, pour la valeur de marché de l'equity, il suffisait de prendre le dernier cours de l'action et de multiplier par le nombre d'actions. Donc, 19, c'était le prix, nombre d'actions 2 millions, donc on arrive à une valeur de l'equity de 38 millions. Alors, la valeur de marché de la dette, ça, c'était un peu plus sioux, parce qu'en fait, vous aviez une obligation ici qui payait, c'était difficile, hein, j'avoue,
On avait déjà fait un exemple en cours de ce type-là l'année où on a donné l'exercice. Pas d'affolement. On ne vous demande pas de réinventer la roue en examen. On vous disait que c'était une dette donc, qui paie un coupon de 2% chaque année, sachant qu'il y a 200 000 obligations dont la valeur nominale est 2 000 €. Donc, comment est-ce qu'on fait pour valoriser la dette? Donc, pour les flux, en fait, qui sont associés à la dette en question. Donc, chaque année, je vais payer 2% de 200 000 fois 1000. Donc, ça fait ça. Je commence à payer en 2020, puisque vous voyez qu'on se situe au 2 juin 2019 et que le dernier coupon a été payé la veille. Donc, ça veut dire que le prochain coupon, il est dans 1 an par rapport à aujourd'hui. La dette finit par être remboursée, donc en 2028. Et donc, on va à la fois payer le coupon de 4 millions et puis on va rembourser en fait les 200 millions que l'on a empruntés. Et alors, pour calculer la valeur de la dette, donc il va falloir actualiser cette série de cash flow. À quel taux? Au taux qui est le taux de la dette en question aujourd'hui. Alors, quand elle a été émise, c'était une dette à 2%, mais vous voyez qu'aujourd'hui, le marché, il paie du 1% pour une dette sans risque. Donc, il va falloir actualiser chacun des cash flows ici au taux de 1%. Donc, le D51 que vous avez ici, c'est le taux sans risque, RF. Et donc, là, à la puissance, la distance du cash flow par rapport au 2 juin 2019, donc 1 an, 2 ans, etc. Et donc, on trouve une valeur de marché de la dette de 217 millions. Du coup, le levier, ça va être la dette sur dette plus equity, dette plus capitaux propres, donc on arrive à 0,85. Monsieur, Oui. pour la valeur de la dette, est-ce qu'on aurait pu faire, du coup, vu que nous, on n'avait pas vu ça, comme on a vu dans le cours, les intérêts plus le principal Donc ça, c'est divisé valable par... uniquement pour une dette que vous remboursez dans 1 an. Ah, ok, d'accord. Eh oui. Si vous la remboursez dans 8 ans, ça veut dire qu'entre vous payez les intérêts et 8 ans, au terme des 8 années, vous remboursez le principal plus vous payez les intérêts. Ok, ok. Mais on avait vu un exemple en cours là-dessus, c'est pour ça. Alors, espérance de rentabilité du marché 9%. Le bêta U, je vais tout simplement prendre le bêta L qui se trouve ici. Le bêta L, pardon, qui se trouve ici, c'est 4,95 et je vais le multiplier par 1 moins L, c'est-à-dire 1 moins 85%. Et donc, je trouve un bêta U de 0,7372. Donc, j'en déduis le WACC, c'est RF plus bêta U de RM moins RF, c'est-à-dire 6,9%. Vous pouvez vérifier au passage que si je calcule le WACC comme une moyenne pondérée des sources de financement, ça marche aussi. Donc là, j'ai calculé le cost of equity. Autrement dit, RF plus bêta L que multiplié E de RM moins RF. Et donc, si je fais 15% à peu près de ça, que multiplie 85% du coût de la dette, c'est-à-dire 1%, je retombe bien sur les 6,90 que j'ai ici. Monsieur, alors maintenant, oui. Pour le cost of equity, j'ai pas bien compris le bêta ici. Je pensais qu'il fallait faire. C'est pas le bêta leveragé qu'il faut prendre? Pour le cost of equity, oui, si. D'ailleurs, j'ai pris L44, et donc L44, si vous regardez, c'est ici. Ok, vous avez pris ça, ce bêta-là. RF plus ce bêta que multiplie E de RM moins RF. Et donc, je tombe sur un coût de l'equity de 40,6%. Ok, d'accord. Si je vous mets la formule ici, voilà ce que ça donne. C'était juste pour vous montrer que ça marche. Du coup, monsieur? Oui. Cost of equity, c'est E de RL? Exactement. Ok, merci. Voilà. Alors, question suivante.
alors, XYZ peut accroître ses activités. Le projet consiste à construire une nouvelle usine pour augmenter sa production de voitures. Le taux de rentabilité attendu sur le projet est de 7%. Est-ce qu'il faut investir? Donc là, on a un projet qui est exactement dans le même secteur. C'est la même activité, simplement en plus gros. Donc, comme c'est exactement le même risque économique qu'on est en train d'ajouter ici, on doit valoriser ce projet au coût du capital. Or, on a vu que le coût du capital est de 6,9% et que ce projet, qui a exactement le même bêta-U, si vous voulez, propose du 7% de rentabilité espérée. Donc, du coup, on l'accepte. Maintenant, on a la possibilité d'investir dans un autre projet dont le bêta est de 2 et dont le taux de rentabilité espéré est de 15%. Est-ce qu'il faut l'entreprendre? Donc là, on ne peut plus comparer parce qu'on a un bêta de 2 qui n'est pas égal au bêta U qui, lui, est de 0,737. Du coup, on va utiliser la technique du alpha de Jensen. Donc, je vais calculer le taux de rentabilité attendu sur ce projet, sachant que son bêta est de 2. Donc, j'utilise le CAPEM. Je trouve 17%. Donc, normalement, vu son risque, il faudrait qu'il me rapporte du 17%, ce projet. Mais vous voyez qu'il ne me rapporte que du 15%. Donc, j'ai un alpha négatif, en fait, de moins de 2%. Donc, je n'entreprends pas le projet. C'est clair? Moi, en fait, j'ai pas compris en fait pour quand je reviens sur le bêta. En fait, je suis désolé, mais en fait, pour moi, le bêta qu'on a trouvé dans la partie 1, c'était le bêta des actifs. Et ensuite, Non, c'est le bêta L, c'est le bêta des c'est déjà capitaux le bêta propres. L en fait. Ça. Comment? C'est le bêta L, c'est déjà le Oui, bêta ouais, L. tout à fait, c'est le bêta des capitaux propres. Là, on est sur des cours d'action. Hein. D'accord, ok. Je pensais que. Ok, d'accord. Oh, mais vous voyez, il était pas mal cet examen, ça permettait de tout balayer. Et du coup, c'était un bon exercice de révision, je pense, pour vous. Exercice 2, donc ça c'était des ordres. Alors, première question, on achète 1500 actions cours limité 12,71. Qu'est-ce qui se passe? Donc, on achète cours limité 12,71. Donc, du coup, on exécute 1455 actions au cours de 12,70. Il en reste 45 qu'on ne peut pas exécuter parce que la limite suivante, c'est 12,75. Donc, du coup, ce qui reste, on l'inscrit en carnet avec la limite de prix, comme ordre acheteur, bien entendu, puisque c'était un ordre d'achat, avec comme limite de prix la limite initiale de l'ordre. Donc, du côté achat, on a un bid de 12,71 et une quantité de 45. Et côté ask, on a fait sauter la première limite. Donc, désormais, ask 12,75, quantité 1870. Alors, deuxième question, achat au marché de 1500 actions. Donc là, je commence par en exécuter 1455 à 12,70 et puis je vais exécuter les 45 qui restent encore à exécuter à 12,75. Donc pour 45 titres. Donc côté ask, rien ne bouge. Côté bid, désormais, la meilleure limite, c'est 12,75 et la quantité, c'est la quantité initiale 1870 moins les 45 qu'il a fallu prélever pour exécuter. Et donc, on a une profondeur au ask de 1825. Question 3. Un ordre d'achat, un ordre de vente, pardon, à la meilleure limite. Donc, ordre de vente à la meilleure limite, c'est comme un ordre de vente à court limité dont la limite de prix est égale au prix bid. Du coup, je vends, il en voulait combien? Il en voulait 2000. Donc, je vends 1800 à 12,60. Et puis, je ne peux pas aller plus loin parce que c'est comme si j'avais passé un ordre de vente à court limité 12,60. Du coup, côté ask, désormais, la meilleure limite, c'est 1740 c'est 12,59 pour 1740 titres. Côté ask, désormais, j'ai le reliquat ici non exécuté de mon ordre de vente avec sa limite de prix implicite de 12,60. Donc, le ask, c'est 12,60 et la quantité, c'est ce que je n'ai pas pu exécuter de l'ordre, c'est-à-dire 200. Question numéro 4. J'achète 1500 actions avec une limite de prix de 12,65. Donc ici,
il n'y a pas d'exécution. Attendez, qu'est-ce que je fais? J'achète 1500, 12,65. Ouais, donc, il n'y a pas d'exécution possible, hein, puisque le vendeur, le mieux disant, veut au moins du 12,70. Donc, l'ordre entre directement en carnet, c'est un ordre d'achat. Donc, il rentre à 12,65 pour 1500 titres et côté As, rien ne bouge. Côté vente, rien ne bouge. Question numéro 5. Alors, je vends 4000 actions, cours limité 12,59 avec un ordre iceberg, 500 actions visibles, 3500 cachées. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je commence par vendre 1800 actions à 12,60. Puis, j'en vends 1740 à 12,59. Et puis, je ne peux pas aller plus loin. Donc, j'ai un solde non exécuté de 460. Qu'est-ce que j'en fais? Vous voyez que j'ai entamé, en fait, la dernière tranche cachée de 500 de mon ordre iceberg. Et donc, du coup, je l'ai rendu visible. De ce fait, les 460 vont apparaître en carnet. Donc, côté acheteur, nouvelle meilleure limite, bien c'est 12,55. Quantité, 930. Et côté As, donc, j'ai la partie de l'ordre iceberg qui n'a pas été exécutée. Donc, j'ai un As à 12,59 pour une quantité visible, hein, on la voit, de 460. Monsieur? Oui. Si on aurait eu une quantité cachée qui est restée, c'est-à-dire on la met dans... Ouais, vous me mettez X visible, Y caché. Ok. Dernière question. Alors, dernière question, je suis désolé. Oui, il y avait peut-être une question avant que je passe à la dernière question. Avant de passer à la dernière question, juste, donc du coup, comment on calcule la dernière tranche? Ce sera forcément le même montant que ce qui devait être dévoilé à la base, c'est ça? Toujours, toujours, toujours. C'est comme si vous envoyez un ordre de 3000. Attendez, je reviens sur ce que vous faites. Donc, c'est comme si vous envoyez un ordre de 4500, vous en montrez 500, et la partie cachée, c'est 7 fois 500, puisque c'est 3500. Merci beaucoup. Question 6. Alors, l'énoncé n'était pas clair, on m'a fait remarquer, parce que j'emploie le terme, j'emploie le qualifiant de fill and kill. Et en fait, sur Euronext, maintenant, on appelle ces ordres les ordres immediate or cancel. C'est-à-dire que vous supprimez la partie non exécutée de l'ordre. Donc, fill and kill, c'est comme immediate or cancel. Du coup, comment ça se passe? J'achète 1500 cours limité 12,72. Il y a eu une petite faute de frappe, désolé. Fill and kill. Donc, j'en exécute 1455 à 12,70. J'en ai 45 qui restent, mais ces 45, comme c'est un fill and kill ou un immediate or cancel, je ne les affiche pas en carnet. Du coup, ask 12,75, quantité 1870, et côté bid, ça ne bouge pas. 12,60, 1800. Excusez-moi, monsieur. Oui. Du coup, le fill and kill, là, c'est pas le... Immediate or cancel. C'est comme immediate or cancel. Ok, parce que nous, on avait vu, du coup, file or kill. Et fill or kill. Ouais. Fill or kill, c'est j'exécute ou je tue. Ouais. Bah, en fait, moi, je l'ai pris comme ça, celui-là. Oui, non, mais ça prête à confusion. Vous n'auriez pas ce type de qualifiant cette année-ci. Les noms de qualifiants bougent de temps en temps. Ah, ok, donc on aura vraiment immediate or cancel. Oui, voilà, exactement. Ou fill or kill. Or kill, ok. Voilà, bah, écoutez, on a terminé. Alors, j'aurais quand même une question à vous poser. J'ai quelques questions à vous poser. Comment est-ce que vous avez trouvé le cours? Comment est-ce que vous avez vécu le fait qu'on soit à distance? Qu'est-ce qui a fonctionné d'après vous? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? J'aimerais avoir vos retours. Sentez-vous libre de parler, hein, vous ne serez absolument pas pénalisé. Même s'il y a des choses pas forcément agréables pour moi, ça ne me gêne pas du tout. L'idée, c'est d'essayer d'améliorer les choses dans un contexte où peut-être qu'on aura encore à enseigner à distance. Personnellement, je trouve de qualité les supports, parce que j'ai vécu un peu en confinement l'année dernière dans une autre université, je ne citerai pas le nom, mais c'était pas aussi qualitatif. Du coup, je suis agréablement surpris. Je trouve que c'est de bonnes qualités. Après, par contre, ce que je regrette, c'est de perdre le lien social avec les étudiants, parce que surtout pour les nouveaux, enfin, moi je suis nouveau à Dauphine, je suis un nouveau dauphinois,
Et du coup, je connais quasiment personne. Ah oui. Bah oui, oui, oui. Non, c'est particulièrement compliqué pour vous, je comprends. Ouais. Et j'ai l'impression en fait d'être tout seul de suivre une formation tout seul en fait, sans vraiment